donner l'atteinte interstitielle avec la topographie et la répartition en opacité parenchymateuse, diffuse, non systématisée, bilatérale et habituellement, souvent symétrique, mais ce n'est pas toujours le cas, parfois ce n'est pas symétrique, ça c'est en fonction des étiologies de cette pneumopathie interstitielle. Je vous montre ici l'évolution dans l'histoire, dans le temps, et vous voyez que depuis le siècle dernier, déjà, il y avait. C'est pour ça que je vous ai dit, faites appel à votre sens clinique et votre examen. En 1800, il n'y avait pas de scanner, il n'y avait pas de radiographie thoracique. Et pourtant, on parlait déjà des maladies des travailleurs. C'est ce qu'on sait aujourd'hui comme étant des pneumopathies d'hypersensibilité. On en parlera après. Et puis, il y a eu la découverte du stéthoscope. C'était au début du siècle dernier. Et enfin, en début de ce siècle, en 1900, il y avait la découverte des rayons X qui ont déjà révolutionné un petit peu la médecine jusqu'à la découverte pour nous les pneumologues du fibroscope flexible, souple, qui nous a permis d'aller explorer le poumon profond en faisant des lavages broncho-alvéolaires et voir la cellularité du poumon profond. Et là, ça nous a beaucoup aidé dans la découverte de beaucoup de pathologies qui sont responsables de pneumopathie interstitielle. Donc vous voyez que les choses évoluent, ça évolue toujours, on découvre toujours, et les classifications changent aujourd'hui, notamment avec la découverte ou la mise au point de scanners très performants, ultrasensibles. Vous voyez les publications qui traitent de ces pneumopathies interstitielles depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours des papiers qui sortent sur les pneumopathies interstitielles diffuses. Depuis la découverte des pneumopathies aiguës avec le syndrome de Heimann-Rich, qui est une pathologie aiguë très, très grave, qui est souvent mortelle, jusqu'à la mise à jour des pneumopathies interstitielles idiopathiques, qui est un concept récent. Alors, comment on va classer ces pneumopathies interstitielles? Généralement, selon leur mode d'apparition, en deux grands groupes, les pneumopathies aiguës et les pneumopathies chroniques ou subaiguës ou chroniques. Alors, les pneumopathies aiguës apparaissent, comme toutes les pathologies aiguës, en moins de 3 semaines, et elles peuvent être d'origine infectieuse, cardiogénique, ou bien, et là vous l'avez tous vécu depuis au cours de l'épidémie du Covid, le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Même ceux qui ne l'ont pas bien compris avant la Covid, eh bien avec le Covid, on en a eu, comme on dit, beaucoup de SDRA, le syndrome de détresse respiratoire aiguë d'origine donc virale, mais pas que, il n'y a pas uniquement l'origine virale qui donne le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et puis il y a les exacerbations d'une pneumopathie interstitielle diffuse préexistante, c'est-à-dire vous avez une PID subaiguë ou chronique qui va subir une modification brutale aiguë, par exemple à l'occasion d'un pneumothorax qui vient se surajouter ou d'une infection bactérienne. Ça va décompenser votre PID chronique et ça donnera une PID, une pneumopathie interstitielle aiguë. Alors là, il faut bien analyser le contexte, notamment en interrogeant le malade s'il peut, sinon son entourage, sur les antécédents. Vous allez rechercher tout ce qui peut expliquer une pneumopathie interstitielle aiguë, comme les néoplasies, les hémopathies malignes, les connectivites. Les connectivites, c'est maintenant assez fréquent. La fréquence n'a pas tellement augmenté à mon sens. Je crois que c'est le développement que nous avons connu en matière de laboratoire et de dosage de beaucoup de marqueurs qui a permis la mise au point ou la découverte ou l'augmentation du nombre des connectivites chez nous. Et puis vous avez les facteurs d'immunodépression, notamment l'infection au VIH et les expositions des médicaments. Aux médicaments. Alors ici, chaque fois que vous avez un malade qui est sous n'importe quel traitement, vous ne pouvez pas avoir à l'esprit, en tête, tous les médicaments pourvoyeurs d'une pneumopathie interstitielle diffuse ou d'une autre pathologie. Aujourd'hui, nous avons encore une fois la technologie qui vient nous aider. Vous avez l'Internet, vous avez des plateformes qui vous donnent pratiquement toute la toxicité médicamenteuse. Il suffit de taper pneumopathie interstitielle médicamenteuse et vous avez les médicaments qui en sont pourvoyeurs. Je peux vous citer comme ça, par exemple, le méthotrexate qui peut entraîner une pneumopathie interstitielle diffuse. Vous en avez même beaucoup. Alors, l'exposition à des agents susceptibles d'entraîner un œdème lésionnel, là, vous avez les médicaments pneumotoxiques, les gaz toxiques,
l'intoxication au monoxyde de carbone, par exemple, et certaines drogues. Aujourd'hui, avec l'épidémie que nous avons de la consommation des stupéfiants, on a de plus en plus, il suffit de faire un tour aux urgences, faites beaucoup de garde et vous verrez qu'il y a des jeunes qui meurent justement par des pneumopathies interstitielles aiguës parce qu'ils consomment des stupéfiants. Je vous ai parlé de l'avènement de la fibroscopie souple et qui a permis de faire un examen très important qu'on n'avait pas il y a 30 ans, c'est le lavage broncho-alvéolaire qui peut être réalisable dans certaines situations. Dans les pneumopathies aiguës, ça dépend de l'insuffisance respiratoire. Si on peut le réaliser, tant mieux, sinon on ne pourra pas. Souvent, c'est très difficile parce qu'il faut que la fonction respiratoire soit quand même acceptable pour pouvoir introduire le tube, le fibroscope, et injecter une certaine quantité de sérum, récupérer ce sérum et l'analyser immédiatement. Donc il y a tout un contexte qu'il faut avoir pour pouvoir faire cet examen. Je vous informe maintenant que ce n'est pas tout le monde qui le fait pour des raisons techniques, pas pour des raisons pratiques. Là, ça permet quand même de faire le diagnostic de certaines infections. Et devant toute PID chez le immunodéprimé, il faut le faire. C'est important parce qu'il y a les infections respiratoires opportunistes qu'on peut mettre en évidence avec cet examen. Et ça permet également une orientation diagnostique dans plusieurs cas, notamment par exemple dans les pneumopathies interstitielles d'origine néoplasique. On fait un lavage, on isole la cellule néoplasique et avec comment on appelle ça, les blocs qu'on peut réaliser, c'est équivalent à une biopsie, on peut avoir beaucoup de diagnostics comme ça. Là, vous avez uniquement pour vous orienter sur les différentes étiologies des pneumopathies interstitielles aiguës, l'œdème aigu du poumon, je ne vais pas vous montrer comment on fait le diagnostic, tout le monde l'a fait au moins une fois. Les pneumopathies interstitielles également, vous avez l'agent causal pour les pneumopathies interstitielles, les pneumopathies aiguës communautaires, généralement c'est la légionellose, et vous avez tous vécu, comme je viens de vous le dire, l'épidémie de la Covid avec les pneumopathies interstitielles aiguës, et ça a été une des raisons de l'augmentation du nombre des morts dues à la Covid. Et vous avez la pneumocystose, notamment chez les immunodéprimés. Et là, par exemple, vous avez le terrain qui est très important à rechercher, je viens de vous en parler, et le diagnostic. Ça sera en fonction du contexte que vous allez orienter votre examen. Mais là, je vous le dis maintenant, si vous avez un malade qui fait une insuffisance respiratoire aiguë avec une pneumopathie interstitielle diffuse, pour l'omnipraticien, son rôle, c'est uniquement d'essayer de sauver le malade en lui donnant suffisamment d'oxygène, donc en le mettant sous oxygénothérapie. Même si vous n'avez pas le diagnostic, mettez-le sous corticoïde et puis il faut confier rapidement aux spécialistes pour justement faire des examens qui ne seront pas faits en médecine générale. Vous avez également le SDRA. Et vous avez les exacerbations aiguës. Là, c'est facile. Si vous connaissez votre malade ou si vous avez un malade qui vient avec sa famille qui vous donne le diagnostic de sa pneumopathie interstitielle, il suffit donc de voir la cause. C'est généralement une infection ou une complication mécanique comme le pneumothorax qui a décompensé sa pneumopathie interstitielle aiguë. Alors pour les chroniques, et ça c'est le gros morceau, parce que depuis des années, je ne vois plus les pneumopathies interstitielles aiguës à part les œdèmes aigus du poumon et récemment le SDRA dû au Covid. Mais pour le pneumologue que nous sommes, il y a beaucoup plus de pneumopathies subaiguës ou chroniques et là, les circonstances de découverte sont complètement différentes. Comme c'est chronique, ça évolue à bas bruit, ça commence par une toux sèche, ensuite une dyspnée d'installation progressive, dyspnée d'effort, et là, généralement, on s'oriente généralement vers les problèmes cardiaques. Mais ça, c'est facile à éliminer. Une fois que vous avez éliminé cela, encore une fois, je me répète, si vous avez une symptomatologie respiratoire récente qui évolue dans le temps, qui dépasse 2 semaines, il faut aller vers l'exploration radiologique rapidement. Et n'hésitez pas pour demander des scanners, mais il faut que ça soit bien justifié. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on demande des scanners rapidement et à ce moment-là, on remarque qu'on aurait pu éviter de dépenser autant d'argent pour une pathologie cardiaque qu'on aurait pu diagnostiquer avec un stéthoscope, une échographie cardiaque et un avis chez le cardiologue et le problème est joué et réglé. Donc à ce moment-là, il faut quand même savoir que nous avons un malade devant nous qui souvent n'a pas les moyens, donc il faut orienter bien vos examens complémentaires en fonction de votre clinique et de votre raisonnement clinique. Plus rarement, on peut retrouver des râles crépitants. Vous voyez, plus rarement. Ce n'est pas très fréquent, mais si vous êtes très, très, très minutieux dans votre examen, vous pouvez avoir ces râles crépitants, même s'ils sont très, très, très fins.
L'hypocratisme digital va s'installer parce qu'il y a une hypoxie chronique. Et s'il y a une hypoxie chronique, une fois l'hypocratisme digital constaté, ça veut dire que nous avons déjà évolué, minimum une année d'évolution pour que l'hypocratisme s'installe secondaire à une hypoxie chronique. Maintenant, il y a des découvertes fortuites parce que les symptômes évoluent lentement, le malade s'habitue, il consulte, on le considère comme des bronchites, surtout s'il est fumeur, on va lui dire que c'est une bronchite chronique, et par la suite, on fait une radio pour une raison qui n'a rien à voir avec sa plainte, parce qu'il veut aller travailler, on lui fait une radio, parce qu'on veut une certificat de physio, parce que pour moult raisons, on fait une radio et on découvre qu'il y a une pneumopathie interstitielle. Donc ce sont des découvertes fortuites qui peuvent également exister. Maintenant, quand on a des connectivites, la radiographie et l'imagerie thoracique est fréquemment demandée. À ce moment-là, on peut, dans le bilan de ces connectivites, retrouver ces pneumopathies interstitielles. Donc l'interrogatoire est très important pour rechercher le terrain, la notion de toxicomanie, la prise médicamenteuse qu'il faut bien répertorier, et rechercher l'exposition environnementale professionnelle, notamment pour par exemple, les pneumopathies d'hypersensibilité, la maladie d'éleveur d'oiseaux ou d'éleveur la maladie de fermier ou la maladie d'éleveur d'oiseaux, qui est très anciennement connue. Ça, c'est les plus fréquentes. Mais il y a d'autres pathologies professionnelles qu'on doit également rechercher, notamment pour les pneumoconioses, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans les mines, dans les travaux publics, dans les chantiers. C'est des patients, c'est des sujets qui sont susceptibles justement de développer ce genre de pathologie. L'examen physique est très important, surtout pour rechercher les signes de connectivité. Les signes de connectivité, ce sont des signes extra-respiratoires. Un malade qui vous fait une insuffisance respiratoire chronique ou une pneumopathie chronique avec des signes extra-respiratoires, notamment articulaires, il faut s'orienter vers la recherche d'une éventuelle connectivite pour justement voir si vous avez par exemple, une lupus ou autre connectivite qu'il faut diagnostiquer. Et puis vous avez les signes qui orientent vers la sarcoïdose également, ça c'est très fréquent. La pneumopathie interstitielle la plus fréquente chronique aujourd'hui, c'est la sarcoïdose, qui est une granulomatose d'étiologie inconnue, mais dont le diagnostic généralement n'est pas toujours aisé, mais quand on réunit un faisceau d'arguments, on peut s'orienter vers la sarcoïdose. La radiographie thoracique, le scanner thoracique est très important, c'est l'examen le plus important dans cette exploration pour diagnostiquer la pneumopathie interstitielle et non pas l'étiologie. Il faut faire la part des choses entre les deux choses. Faire le diagnostic d'une pneumopathie interstitielle, ça c'est facile, on peut le faire. Retrouver la cause, ça c'est un autre problème, c'est plus compliqué. Donc, sur le scanner, vous avez des caractérisations des lésions prédominantes. Le radiologue bien entraîné dans ce type d'examen peut vous le donner, la topographie des lésions et les lésions associées. Et dans certaines pathologies, le radiologue peut vous orienter, notamment dans la pneumopathie interstitielle idiopathique, où c'est bien codifié aujourd'hui. Alors, le scanner thoracique, c'est la pierre angulaire. Il va vous montrer des nodules, des micronodules, des réticulations, des images kystiques. Les voilà. Là, vous avez des micronodules, beaucoup de micronodules, et vous les voyez bien au scanner, dans la radiographie thoracique, et vous avez le scanner, c'est comme une miliaire, mais parfois vous avez des réticulations. Ici, vous avez un épaississement de la péribroncovasculaire qui est évident. Et là, vous avez un aspect qu'on a vu souvent dans la Covid, c'est l'aspect en verre dépoli, vous voyez. Et quand c'est diffus, ça, je vous assure que vous avez vu ça d'ailleurs, c'est très, très, très difficile à prendre en charge. Et là, vous avez un épaississement des cloisons c'est montré ici, des cloisons interlobulaires autour du lymphangite. Lymphangite, c'est une infiltration de l'interstition par des cellules cancéreuses. Et là, vous avez un aspect en rayon de miel. Là aussi, un rayon de miel dans une pneumopathie diffuse fibrosante, c'est de la fibrose. Vous avez vu la fibrose, pratiquement, vous n'avez plus de poumon qui est sain. Et l'exploration fonctionnelle va vous permettre justement de voir le retentissement respiratoire de ces pneumopathies en retrouvant un syndrome ou un trouble ventilatoire restrictif. Et l'altération de la capacité de transfert. La DLCO, c'est la capacité de transfert des gaz à travers cette barrière alvéolo-capillaire. Et dans le syndrome restrictif, ça ne passe plus, donc elle est effondrée. Et si vous faites les gaz du sang, vous avez une hypoxémie. Alors, les examens biologiques, ça dépendra de votre orientation radioclinique. Mais bon, on peut faire pratiquement, si on n'a rien, on peut faire tout ça. Mais demander par exemple l'enzyme de conversion de l'angiotensine et le bilan phosphocalcique, généralement, on pense à ce moment-là à la sarcoïdose. Le LBA est très important parce qu'il va vous donner... Il reste 5 minutes, professeur Chabat. Il n'y a pas de souci, mon cher ami.
Donc le LBA est très important parce qu'il va vous montrer de quel type d'alvéolite il s'agit. Est-ce que c'est une alvéolite macrophagique? Est-ce que c'est une alvéolite lymphocytaire? Et ça permet de nous orienter. Là, le spécialiste va être orienté vers telle ou telle pathologie. Je vous donne un exemple comme ça. Si je suis devant, par exemple, une pneumopathie d'hypersensibilité éleveur d'oiseaux au poumon de fermier, nous sommes devant, à ce moment-là, une alvéolite lymphocytaire au début. Ensuite, elle deviendra macrophagique. Il y aura beaucoup de polynucléaires neutrophiles parce qu'on l'a laissé évoluer vers la fibrose. L'histologie, c'est bon, mais ce sont des indications bien particulières. Et lorsqu'on n'a plus rien à se mettre sous les dents, à ce moment-là, on peut aller vers une biopsie, soit avec le fibroscope, c'est une biopsie distale, soit avec une thoracoscopie chirurgicale. Donc, avec le thoracoscope, on ouvre, c'est le chirurgien qui ouvre et qui va, avec son thoracoscope, vers le poumon, prélever un petit peu, soit carrément une biopsie chirurgicale directement, en prélevant un petit bout de poumon pour l'analyser. Là, c'est exceptionnel. Bon, là, c'est la ponction éco-guidée pour prélever les adénopathies. Là, vous avez l'endofibroscope et vous avez les ganglions. On peut les prélever à travers cette échographie avec le fibroscope et on prélève les ganglions. On peut avoir des diagnostics à ce moment-là. Les biopsies chirurgicales, j'en ai parlé. Et les prélèvements extrathoraciques, si on a la chance d'avoir des lésions extrathoraciques, tant mieux parce que ça va nous permettre d'avoir le diagnostic de façon précoce. Là, vous voyez, les causes sont nombreuses. Pour les PID, vous avez les causes connues, connectivites, les causes médicamenteuses, là je me répète, et vous avez les causes inconnues, dont la sarcoïdose, mais il y a beaucoup de causes qu'on n'arrive pas à retrouver. À ce moment-là, on parle de pneumopathie interstitielle diffuse idiopathique, qui a, à ce moment-là, qui est caractérisé surtout par un profil scanographique particulier. Voilà, ce sont des bronchiectasies de traction, une réticulation intralobulaire, des images en rayon de miel. Et quand on n'a aucune autre étiologie, on va étiqueter ce cas comme étant une fibrose pulmonaire idiopathique. Là, vous avez le bilan que vous devez faire, tout le bilan. Donc, vous avez un bilan qu'on peut faire en médecine générale. C'est l'EFR, au fait, on peut la faire en médecine générale si le médecin omnipraticien est bien formé, le LBA pour le spécialiste, et le traitement, généralement, est basé sur les antifibrosants. Nous en avons aujourd'hui, mais ça coûte très, très cher. Le reste, c'est d'hyperspécialisé. Je ne vais pas vous encombrer avec cela. Si j'ai un message à donner à mes collègues qui ne sont pas pneumologues, c'est de ne pas passer devant une pneumopathie interstitielle diffuse au début. Comment? En étant attentif à la plainte du patient. S'il vous dit que je n'ai pas l'habitude de tousser de cette façon, eh bien, il faut explorer bien. S'il vous dit que j'ai du mal à respirer quand je marche, c'est qu'il a du mal à respirer quand il marche. Et à ce moment-là, explorez et examinez bien les patients. Ne soyez pas pressés pour demander des radiographies à tort et à travers des bilans biologiques qui coûtent les yeux de la tête. Examinez bien vos patients. Et s'il faut demander un scanner, demandez-le parce que c'est lui qui va vous faire le diagnostic de la pneumopathie interstitielle et ensuite la recherche étiologique. Si ce n'est pas une PID aiguë, dépendra du spécialiste. À ce moment-là, il faut le confier à temps. Il ne faut pas attendre l'installation de la fibrose parce qu'à ce moment-là, il n'y a rien à faire. Donc, il faut confier à temps vos malades aux spécialistes pour qu'ils puissent faire une recherche étiologique et proposer une thérapeutique. Et je vous remercie.